de débuter. C'est la 4e et avant-dernière conférence de votre année universitaire. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Charles Mahé, qui nous vient de Paris, qui est le cofondateur de Fosbury, une plateforme de financement participatif. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de le recevoir aujourd'hui? Le financement participatif, vous commencez à en entendre parler, à maîtriser l'outil. Depuis 2007 au moins en France, avec My Major Company, qui a bien marché, mais on leur doit Grégoire, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Et puis d'autres plateformes qui ont émergé en France ou à l'international, Ulule, KissKiss, BankBank, Kickstarter, etc. Dans le domaine du sport, vous avez eu un premier acteur qui s'appelle Sponsorize Me, qui était parti à l'origine sur un modèle totalement différent. Le premier métier de Sponsorize Me, c'était de mettre en relation des partenaires, des sponsors, des annonceurs, avec des athlètes qui n'avaient pas assez de notoriété pour trouver un sponsor. Très rapidement, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas du tout. Et pratiquement par chance, mais c'est ce qu'on appelle un petit peu finalement une start-up, hein, c'est une entreprise qui corrige son business model au fur et à mesure. Ils sont partis sur le financement participatif. Et Charles a lancé avec des amis il y a maintenant de cela un tout petit peu plus d'1 an, la plateforme Fosbury, qui est une plateforme dédiée au sport avec un positionnement singulier, plus proche de l'accompagnement des clubs et des athlètes et plus porté sur le CAI. Mais de cela, il va vous en parler dans quelques instants. Financement participatif en 2 mots, hein. On est sur de l'appel à contribution d'une communauté. Hein, il y a contrepartie financière et en échange, il y a du reward ou de la rétribution symbolique. Actuellement, Fosbury, en tout cas en 2014, c'était à peu près 700 000 € de levée pour à peu près 150 projets dans ces eaux-là, me semble-t-il. Ouais, on a un petit peu plus que ça, mais c'est voilà. Cet ordre d'idée. Et vous visiez quasiment le 1,5 million pour l'année 2015, me semble-t-il. C'est ça. Voilà. Bon, vous aurez l'occasion d'aller voir, bien entendu, sur la plateforme, les projets qui sont encouragés par Fosbury actuellement. Bon, parmi les plus célèbres, ils ont accompagné le navigateur Gourgnon. Puis il y a eu d'autres choses dont va nous parler Charles en quelques instants. Simplement pour vous dire aussi que c'est l'une des startups qui a connu une belle exposition médiatique l'année dernière pour 2 raisons. D'une part, elle est recommandée comme une start-up innovante dans laquelle il faut investir et une start-up qu'il faut suivre. Et puis, Fosbury a intégré ce qu'on appelle le tremplin, qui est la pépinière d'entreprises parisienne de soutien aux entreprises innovantes dans le domaine du sport. Donc bientôt, a priori, tu devrais rejoindre le stage Jean-Bouin, parce que c'est là, normalement, où seront vos locaux. Voilà, donc merci encore de ta présence, Charles. Je te cède la parole pour la présentation, et puis de temps en temps, je pourrais t'interrompre si on a des questions. Avec plaisir. Merci à vous surtout de m'accueillir aujourd'hui. Merci Boris de me donner cette opportunité de venir animer une conférence sur le crowdfunding sportif. Alors moi, c'est pas mon métier hein, d'animer des conférences, donc je vous demande un peu d'indulgence. Par contre, je suis ravi de le faire. En préambule, j'espère que j'arriverai à vous apporter quelque chose de concret. Je suis ici pour partager, je dirais, 2 expériences. La première, c'est celle d'être un entrepreneur, et peut-être que, j'en suis sûr même, beaucoup d'entre vous auront des carrières d'entrepreneurs. Donc ça peut être intéressant pour vous de me solliciter, de me poser des questions à ce sujet-là. Et le deuxième sujet, c'est évidemment mon expertise sur le sujet du crowdfunding sportif, comment on voit le modèle aujourd'hui, mais surtout comment on voit le modèle demain, puisqu'on est sur une innovation, somme toute, assez récente. Aujourd'hui, on voit une partie immergée d'un iceberg, et en dessous de ça, on va s'intéresser à d'autres prolongements du crowdfunding sportif qui reviennent dans un écosystème plus sport. Voilà, donc encore une fois aussi, je ne suis pas du tout là dans un esprit partisan ou prosélyte de vous parler que de Fosbury, mais plutôt de partager mon expertise. On est sur un marché en pleine croissance, il y a plusieurs acteurs, c'est ça qui fait d'ailleurs que le marché existe. Et voilà.
Dernier point, et je me lance, je vais essayer d'être très concis. Moi, je vais privilégier vraiment l'interaction. Donc, si vous avez la moindre question à n'importe quel moment, je vous prierai de lever la main et je vous passerai la parole. Ça va à tout le monde? Alors, trois parties dans cet exposé. Première partie, c'est de consolider votre culture du crowdfunding. Je suis certain que si je pose la question de qui connaît le crowdfunding, toutes les mains vont se lever. Personne ne connaît? Qui a déjà mené un projet en son nom propre ou pour son club, par exemple? Alors ça c'est ambitieux. Il y a quand même deux mains. 3? Là, 1, 2, 3. C'est ça. Et le crowdfunding, certains ne connaissent pas. Pas du tout. Ok. Ok. Donc justement, c'est pour ça qu'on va revenir sur les basiques, les fondamentaux. Qu'est-ce que le crowdfunding? Comment ça s'est créé et d'où ça vient? Dans une deuxième partie, et je pense que c'est pour vous et pour votre formation intéressant, c'est de partager avec vous ce que nous pensons être la phase 2 du crowdfunding sportif et les prolongements dont je vous parlais, que j'évoquais avec l'écosystème sport-business. Et dans une partie 3 que j'espère être la plus longue possible, on va privilégier l'échange. Le crowdfunding, revenons d'abord aux basiques. Quelle est la définition à proprement parler du crowdfunding? Alors il y en a plusieurs. Il y a celle de dire que c'est le financement d'un projet par les communautés de ce projet. Donc ça c'est une première définition. La deuxième définition, c'est de dire que c'est un financement d'un projet ou d'une partie d'un projet avec beaucoup de personnes qui viennent apporter un petit peu d'argent. Une petite somme. Sur l'histoire, c'est juste pour vous rappeler que le crowdfunding existe en fait depuis des siècles. Il y a différents modèles de crowdfunding et on va y revenir. Le premier exemple, et c'est celui que on sort souvent, la Statue de la Liberté qui a été offerte aux Américains pour leur indépendance ou au 19e siècle, je crois, à la fin du 19e, a été financée par les Français. Donc c'était un appel à la souscription. Et ceux qui le souhaitaient pouvaient contribuer à la fabrication de cette statue qui a été offerte donc au peuple américain. Donc c'était une forme de crowdfunding, sauf que les outils d'Internet n'existaient pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça s'intensifie. Deuxième exemple, c'est Adam Smith. Alors pourquoi lui? Parce qu'on dit souvent que c'est le père du capitalisme. Et finalement, investir dans des sociétés, c'est d'une certaine manière aussi faire du crowdfunding, bien que la contrepartie ne soit pas non financière, puisque en l'occurrence, quand on investit dans une société, on le fait pour obtenir des dividendes et donc un gain financier. Mais d'une certaine manière, c'est aussi le crowdfunding. Crowdfunding, quelqu'un sait littéralement en anglais ce que ça signifie? Alors, ce serait plus fundraising, lever de fonds. Crowd, c'est la foule, littéralement en anglais. Donc c'est le financement, funding, par la foule. Voilà. Donc les outils actuels, numériques, Internet, les réseaux sociaux, ont permis à certaines plateformes d'émerger. Aujourd'hui, il y a deux grandes familles de crowdfunding, 4 univers. Les deux premières familles, Equity et Prêt, donc qui sont situées à gauche de la diapo, sont financiers, et les deux autres sont non financiers. Des plateformes Equity, il en existe beaucoup. Certaines sont françaises. On cite 3 exemples de plateformes françaises. Ce crowdfunding-là est donc le fait d'investir dans une start-up, dans une PME, et d'en attendre un gain financier. Aujourd'hui, alors, il y a quelques années, on allait voir des gens fortunés, avec des poches très profondes, des business angels, et d'ailleurs ça se fait toujours aujourd'hui, et ces personnes-là investissaient des tickets plus ou moins importants. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut mettre le projet de sa société, on aurait pu le faire, on peut toujours le faire pour Facebury, et dire voilà, si vous mettez 10 000 €, on vous donne 1%. Et finalement, on peut aussi dire, si vous mettez 1 000 €, on vous donne 1% aussi. Tout dépend de la valorisation de la société. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le plus grand nombre a la possibilité d'investir, même dans l'économie réelle. C'est une vraie révolution dans le monde du financement d'entreprise. Ce n'est pas le sujet qui va nous intéresser, mais ça quelque part, ça remet un petit peu en question les modèles de financement traditionnels bancaires. Ça agace un peu les banques, mais finalement, les banques réinvestissent dans ces plateformes, donc s'y retrouvent. Le prêt, c'est le même principe,
sauf qu'à la place d'investir en actions, on prête de l'argent pour lequel on attend en retour des commissions. Quelques plateformes également. Babylone est un peu particulier puisque c'est positionné sur le prêt solidaire. Troisième famille, le don. Ça existe également depuis la nuit des temps, et typiquement, des plateformes de dons qu'on peut assimiler à du crowdfunding, ça va être le Secours Populaire, les Restos du Cœur, et tous ces organismes-là. On donne de l'argent sans attendre rien en retour, et qu'est-ce qui va distinguer le don de la contrepartie? C'est justement la contrepartie, Rewards en anglais, et donc là il y a des plateformes américaines, Kickstarter, Indiegogo, qui sont loin devant, et qui sont davantage situées dans un univers technologique, c'est-à-dire que c'est du préachat. On est geek et on aime le vélo, et ben on va aller préacheter un petit appareil qu'on pourra mettre sur son vélo pour traquer ses performances en vélo. Voilà, donc c'est des gens qui se lancent dans le business sur des objets connectés, beaucoup ça, mais ça peut être d'autres projets, et qui vont finalement financer leurs besoins en fonds propres, et qui vont vendre leurs produits avant de la production, et qui vont donc avoir la trésorerie pour pouvoir produire. Tout le monde me suit? On en vient à ce qui nous intéresse. En France, il y a 3 pionniers, MyMajor, KissKiss, Ulule. C'est des plateformes généralistes. Donc elles vont prendre tout type de projets, que ce soit des projets culturels, des projets audiovisuels, des projets de cuisine, de photos. Et donc, elles ont évangélisé le marché. Fuzzbury, nous, on s'est verticalisé sur l'univers du sport. On est arrivé après ces plateformes-là, et on y a vu 2 intérêts. Le premier intérêt, il y a 2 choses qui nous distinguent, ça a été de se dire, le sport est un univers très singulier, un peu à part, il y a du partage passionnel, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça a été de se dire, il y a énormément d'organisations sportives qui ont besoin, 1, de financement, 2, de visibilité, de notoriété et de communication sur le plan digital. Je pense que ça, vous en êtes conscient, que c'est un outil intéressant. On s'est aussi dit que c'était des populations qui étaient peut-être un petit peu moins digitalisées que des populations de musiciens qui finalement utilisent le MP3 depuis 15 ans et qui sont plus à même, je dirais, d'allumer leur ordinateur et de comprendre cette logique de gestion d'une communauté. L'association sportive, l'athlète ou le sportif amateur, ce qu'il aime, c'est le chasuble, l'odeur du gazon, l'entraînement. Alors ça le pompe un peu de devoir allumer son ordinateur pour animer sa communauté. Donc, on s'est dit, voilà, on a une carte à jouer sur l'accompagnement qu'on va proposer à ces organisations sportives. Juste, Charles, qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que quand tu veux investir ce marché, tu sais qu'il y a déjà tout ça, une situation concurrentielle, qu'il y a déjà un acteur dominant, donc ton élément distinctif, c'est celui-ci, c'est plutôt le petit club et l'accompagnement, c'est la lecture que tu as eue de cela. Oui. Nous, on ne vient pas du sport, on est 2 associés, on n'a pas de track record, comme on dit, dans le domaine du sport et du business, puisque c'est notre première expérience. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui va faire qu'on va être différent et qu'est-ce qui va nous positionner et finalement va nous faire émerger. Donc c'est véritablement, effectivement, cet accompagnement-là qui n'est pas, et je le dis sans méchanceté, pas du tout apporté par les plateformes généralistes, puisqu'elles gèrent un volume de projets beaucoup plus important et qu'elles sont sur un modèle do it yourself. Tu te connectes à la plateforme, tu crées ton projet, tu lances ta campagne, tu animes ta campagne, tu la réussis ou tu la réussis pas. Nous, on s'est dit non, il faut que, dans un premier temps en tout cas, véritablement, on monte une offre d'accompagnement adéquate, efficace. Et aujourd'hui, on a 95% de nos projets, on a porté 250 dossiers, je crois, depuis la création, quelque chose comme ça, qui ont atteint ou dépassé leur objectif de 100%. Ce qui, en fait, nous place bien loin devant les autres plateformes qui sont en général à 50%. Voilà, donc ça c'est le premier élément qui nous a fait dire qu'il y a un marché et c'est intéressant. Et le deuxième élément, c'était de concevoir que le crowdfunding allait intéresser à l'avenir, et on y reviendra dans ma partie 2, les annonceurs traditionnels, les financeurs traditionnels du sport, les collectivités territoriales, et toute institution qui gravite déjà dans l'écosystème du sport. J'y reviens après. Donc c'est les 2 pieds sur lesquels aujourd'hui on marche. Le premier pied, c'est les contraintes et les évolutions liées au financement des organisations. Aujourd'hui, le financement du sport, c'est la quasi-totalité du financement
qui va sur une toute petite somme d'organisation ou d'événements. En gros, tout le fric va pour le PSG, Roland-Garros, le Tour de France. C'est un fait. Et donc, ce qui reste du financement, qui va être disséminé sur toutes les organisations sportives restantes. Aujourd'hui, il y a 300 000 organisations sportives, associations sportives, en France. Il y en a 150 000 à peu près, ou un peu plus, qui sont affiliés à des fédérations, donc qui payent une dîme à la fédération et qui participent aux championnats organisés par les fédérations. Et puis, il y a l'autre moitié, qui appartient à personne, et c'est des initiatives citoyennes de créer une association sportive. Ces associations-là, je pense que vous en avez conscience, peut-être que j'en suis sûr, d'ailleurs vous avez déjà participé à des associations, le financement est précaire, et le deviendra de plus en plus, je reviens sur la slide d'après. Le deuxième pied sur lequel on marche, c'est évidemment la sharing economy qui nous touche tous les jours, Blablacar, Uber, toutes ces sociétés dont on entend parler quotidiennement maintenant. Nous, on y a vu quelque chose de très intéressant aussi dans le sport, et donc c'est l'objet de notre création. C'est aussi de se dire que les gens pouvaient avoir envie de participer et de faire confiance à des projets qui vont les faire rêver, tout simplement, ou en tout cas qui vont leur faire prendre part à une aventure, une part de rêve finalement. Je redétaille également les motivations des contributeurs dans une slide qui vient après. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je pense qu'on en est tous conscients. Les finances publiques ne sont pas au beau fixe. Les mairies, demain, vont de plus en plus devoir trancher entre le financement d'une crèche, d'un hôpital ou de l'association sportive ou culturelle. Et a priori, et Dieu merci, ils vont plutôt aller sur le financement des hôpitaux et de ce type de choses. Donc, moins de subventions pour les associations sportives, pour les athlètes, ou pour tous les projets de sport amateur, qui fait qu'il faut trouver une solution. Je profite de ce moment-là quand même pour apporter une remarque importante. Le crowdfunding ne révolutionne en rien le financement du sport. C'est un complément. Voilà. Aujourd'hui, le marché du crowdfunding, donc le crowdfunding général, c'est en 2015 130 millions d'euros collectés sur la partie rewards. Et sur cette partie-là, le sport ne pèse que 8 millions. Donc ça reste tout petit. Ce qui est intéressant, c'est que la croissance intrinsèque au crowdfunding sportif est plus rapide que la croissance du crowdfunding général. Donc, en quelque sorte, le sport rattrape son retard. Il est parti après aussi, finalement. C'est effectivement, tu l'as rappelé Boris, plutôt la musique qui a été le thème précurseur et pionnier dans le crowdfunding avec Grégoire et My Major Company. La croissance est exponentielle, puisque, et ça c'est des estimations croisées entre financeparticipative.gouv, qui est une émanation qui chapeaute l'industrie du crowdfunding en France, et Forbes, et d'autres estimations qui laissent penser que la croissance sera 20 fois 40 en 2020, avec plus de 100 000 projets financés en 2020. Intéressons-nous maintenant, si vous voulez bien, au profil des gens qui portent des campagnes dans le crowdfunding sportif. Il y a deux grandes familles. Il y a l'individu et il y a le groupe. Dans l'individu, on va distinguer les athlètes qui sont dans une logique de performance sportive de ceux qui sont finalement pas dans cette logique-là, mais qui peuvent avoir des projets sportifs à réaliser. On y revient après, puisque j'illustre ça avec des campagnes, précisément. Et puis ensuite, il y a les clubs et associations versus les fédérations et les ligues. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les clubs et associations sont beaucoup plus nombreux en soi que les individus. Or, on le voit, aujourd'hui, il y a davantage de projets postés par des individus que des organisations. L'explication, je pense qu'elle est relativement simple. D'une part, quand on est tout seul, on n'a qu'une personne à décider, c'est soi-même et c'est plus simple, versus l'association qui doit aller voir le président, le secrétaire général, qui sont souvent, il faut le dire aussi, pas forcément des gens très digitalisés, qui sont peut-être un petit peu plus âgés et moins digital native, comme on dit. Voilà. Par contre, notre conviction, c'est que demain, ce modèle
ira beaucoup plus intéresser les clubs et les associations sportives, en tout cas en volume, sera beaucoup plus représenté que les campagnes portées par des individus. Je poursuis, et encore une fois, c'est pour nourrir votre culture sur le sujet, mais on va y passer rapidement. Tout le monde ne peut pas demain décréter « Ok, je lance une campagne de crowdfunding et ça va cartonner ». Il faut des prérequis, c'est ce qu'on appelle des prérequis, mais il faut des éléments qui soient tangibles et réunis pour bien réussir sa campagne. Ça, c'est aussi l'expertise des opérateurs, qui va être d'accompagner les projets qu'on reçoit. On doit en recevoir à peu près 300 par mois. Or, on a en live 40 campagnes actuellement. Ça veut dire qu'on a un petit peu plus de 10% de nos projets, finalement, que nous, on va déterminer comme étant viables. On a une certaine exigence, alors ça c'est Fuzzbury, on a une certaine exigence sur la qualité des dossiers qu'on porte. Voilà, mais ça c'est 5 éléments qui sont importants. C'est-à-dire qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que tu peux refuser des dossiers, soit que tu estimes que le club ou l'athlète n'est pas assez préparé, par exemple, c'est quoi le critère de refus prioritaire? C'est par exemple quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'était le crowdfunding, c'est-à-dire qu'il pense que ça va être, tu vas faire tomber l'argent sans rien faire ou... Ça arrive, oui. Ouais. Ça arrive. Non, oui, en fait, nous on a un seul filtre qu'on applique au projet, c'est avoir une portée collective. Ce qui est le sens du crowdfunding, puisqu'on s'adresse à sa communauté. Si c'est Pierrick qui veut s'acheter un vélo pour en faire dans son jardin, bon, il commande ça à Noël ou je sais pas, mais en tout cas ça n'a pas de portée collective, ça ne va intéresser personne d'accompagner Pierrick. Donc c'est l'unique filtre, puisqu'on n'a pas ce filtre sur l'excellence sportive. On peut avoir des gens qui sont des sportifs très très amateurs et qui se lancent dans un défi, par exemple de lever des fonds pour courir un marathon. Après on a d'autres fadas qui veulent battre des records, donc ça s'adapte très très bien au crowdfunding en traversant l'Atlantique en stand-up paddle par exemple. Voilà, mais je dirais qu'on refuse des dossiers non pas pour être déplaisant, mais plutôt pour éviter aux porteurs de projets une désillusion et de passer du temps sur un projet qui n'ira pas au bout. Et souvent, ce qu'on dit, c'est plutôt retravailler et revenez plutôt que votre projet ne nous intéresse pas. Voilà. Pas de questions? Bon, c'est clair. Je passe aussi là-dessus. De toute façon, je vous ferai passer cette slide. Alors, cette slide, elle est très sombre. C'est une notion hyper importante et qui, en fait, est générique à tous les types de crowdfunding et à toutes les tailles de projets. C'est la conquête des 3 cercles. C'est-à-dire qu'on a tous, autour de nous, 3 cercles. Le premier cercle, c'est considéré comme étant vraiment les personnes les plus proches de vous. C'est des gens qui sont de votre famille ou qui sont des très bons copains. On a le deuxième cercle, qu'on va considérer comme étant la communauté élargie, les connaissances de connaissances. Souvent, ça se matérialise par la page Facebook. Et puis ensuite, on a le troisième cercle, qui est en réalité le grand public, qui est celui qui va offrir le plus de potentiel, mais qui va être le plus difficile à aller chercher. Ce mécanisme, en fait, de l'entonnoir inversé, puisque dans la campagne, on va d'abord rassembler son premier cercle pour pouvoir imaginer aller chercher le deuxième cercle, pour pouvoir à nouveau imaginer aller chercher le troisième cercle. Il est donc commun à tous les types de crowdfunding. On ne voit pas de campagne où on démarre directement en s'adressant au grand public avec des contribs qui tombent. Ça n'existe pas. Tu as des données stats sur la structure du financement par rapport à ces 3 publics, c'est-à-dire que sur un projet, ceux qui vont donner plus, c'est les proches, ou finalement c'est justement le projet qui a réussi, c'est celui qui allait chercher le grand public? En fait, la réalité, et on ne le cache pas, c'est qu'on a beaucoup de projets, enfin beaucoup, statistiquement ça doit représenter 1/3, qui sont des projets exclusivement premier cercle. Un exemple d'étudiant, c'est le 4L Trophy. Le 4L Trophy, in fine, c'est pas un projet exceptionnel, même si c'est sympa. Et souvent, finalement, le financement sur du crowdfunding, c'est la marraine, c'est le copain, qui souvent est fauché, parce qu'il est étudiant, c'est les parents, l'oncle, le grand-père, etc. Donc là, on va être sur un projet qui est exclusivement premier cercle. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'opérateurs, on n'a pas énormément de valeur ajoutée dans l'accompagnement, parce que vous allez vous tourner vers des gens que vous connaissez déjà, avec une com qui est la vôtre. Et c'est pour ça que nous, on a une offre en fait de 5% qui est vraiment
la plus basse du marché. La valeur ajoutée qu'on a, c'est la techno, la vitrine avec la fiche projet, pour pouvoir partager et aller chercher, plutôt que des chèques, aller chercher des cartes bleues dans son entourage proche. Donc ça, c'est 30%. Ensuite, on a des projets qui vont être premier et deuxième cercle. Ça va être plus de 50%. Et c'est beaucoup des projets clubs où en fait on s'appuie déjà sur une communauté de licenciés ou de pratiquants qui vont eux-mêmes mobiliser leur premier cercle. Donc finalement, le projet va d'emblée partir sur un premier et un deuxième cercle, en s'appuyant sur plus de monde. Et puis ensuite, on a les projets grand public. On a dû en avoir 15 à 20% aujourd'hui. Et ça, c'est des projets Rio, c'est des projets Vendée Globe, parce que c'est hyper puissant et que ça traîne quand même beaucoup d'émotions, et donc ça mobilise les communautés, voilà, ou des projets championnat du monde. Ça te semble clair? Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Je passe très très vite. Le crowdfunding, c'est deux parties, au milieu de laquelle se placent des opérateurs. Le porteur de projet, je pense que c'est clair pour tout le monde. Financement, communication. Et la communication n'est pas du tout à négliger dans une opération de crowdfunding, au contraire. C'est souvent ça qui peut engendrer par la suite, après la campagne, des opportunités de sponsoring, des opportunités de rencontres, et on l'a souvent vu. C'est-à-dire que ça a permis de matérialiser, de communiquer sur son projet, et finalement d'avoir une personne qui vient mettre 50 € qui ne connaît pas le porteur de projet, et qui va passer un coup de téléphone en disant « j'ai une société, ça peut m'intéresser qu'on se parle par la suite ». Et on a souvent eu des retours de nos porteurs de projet qui nous disaient bah, « c'est fabuleux parce que quelqu'un a mis 50 € mais ça l'intéresse de poursuivre la collaboration et d'aller un petit peu plus loin dans le sponsoring avec moi ». Donc cette communication et cet aspect communication, il est hyper important. Les contributeurs, vous me direz pourquoi contribuer sur un projet de quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien ou qu'on ne connaît pas. Alors, le levier 1, c'est finalement d'imaginer que les gens sont en quête de sens, et ça c'est une réalité, et qui souhaitent de plus en plus prendre part à des aventures et des choses un peu concrètes pour les passionnés de sport. C'est aussi une façon de consommer le sport finalement qui est un petit peu différente, puisque, et on en a peu parlé, le porteur de projet va mettre en place des contreparties. Et donc, offrir de l'insight, offrir de l'expérience, c'est beaucoup ce qu'on essaye de mettre en avant, parce que le bisou et le remerciement sur Facebook, c'est pas mal, ça flatte, ça valorise, mais nous on essaye surtout de pousser nos porteurs de projet à faire vivre de l'expérience et à partager l'émotion qu'ils génèrent. Voilà, donc ça c'est les leviers de motivation côté contributeur. Je vous propose de rentrer dans le concret. Vous êtes tous là connectés, donc vous pouvez vous rendre sur la plateforme. Si vous vous rendez sur l'univers équitation, vous pourrez trouver la campagne de Jacques Ferrari, qui a été médaille d'or aux Jeux équestres mondiaux qui se sont déroulés pas très loin d'ici. Ouais. Voilà, Jacques, c'est une pointure en voltige équestre. Avant les Jeux équestres mondiaux, il avait des difficultés pour financer son costume, puisqu'en fait, dans la note et dans la discipline, il y a une dimension artistique, un peu comme le patinage artistique. Et donc, il y a un univers qu'on présente, et lui souhaitait avoir un costume qui ne pouvait pas se financer, en fait. Et du coup, il a fait appel à sa communauté. C'était un de nos premiers projets. Il a collecté 5 154 € qui lui ont permis de se faire un beau costume. Et l'histoire de Jacques, c'est qu'il a été médaille d'or ensuite, donc podium, les larmes, les remises de médailles. Et à ce moment-là, c'est vrai que les 84 personnes ou 90 personnes qui ont contribué sur son projet, ils ont eu un petit frisson parce qu'ils se sont dit, voilà, on n'a pas participé pour rien. Aujourd'hui, il est champion du monde et on est assez content de pouvoir dire, on a participé à faire de lui un champion du monde. Donc ça résume pas mal, je trouve, le côté partage d'expérience. J'en profite puisqu'on voit des sommes pour t'interroger sur le modèle économique. Alors, pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'il fait 129%, c'est-à-dire qu'il fait mieux que ce qu'il disait. Dans ces cas-là, il prend tout, et puis
toi, tu exerces un métier, c'est-à-dire que tu te rémunères comment? Alors, on imagine bien que c'est un pourcentage. Est-ce que tu prends aussi, par exemple, sur le surplus, par exemple, enfin, et puis, enfin, comment ça fonctionne? Comment tu gagnes ta vie? Alors, le modèle est que... pas très bien. Pour le moment, j'espère que ça viendra. Mais dans le modèle économique, il est simple, on prélève une commission sur les sommes collectées, et ça, toutes les plateformes le font. La plupart des plateformes, elles ont une commission unique. Ça tourne entre 8% pour les plateformes généralistes, 10% ou un peu plus pour les plateformes spécialisées. Je parlais de cet accompagnement qui devait nous permettre d'émerger. Quand on s'est lancé, on a 3 types d'accompagnement, 5, 10, 15. Donc 10, c'est le prix marché. On a un accompagnement standard. Donc on va mettre à disposition de nos porteurs de projets des outils d'accompagnement, des visuels, un plan de communication en lui disant à J-7, il faut communiquer de cette manière-là auprès de telle cible, à J-1, de cette manière-là auprès de telle cible, à D-Day, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la campagne. Pour animer, activer et faire de la campagne un succès. On a un accompagnement un peu moindre, qui est de 5%, typiquement, donc là on ne fait rien, on laisse l'accès à la techno, et c'est le projet 4L Trophy dont je parlais. Et puis on a un accompagnement premium. On vient rajouter une brique RP, relation presse, c'est une offre d'accompagnement qui est faite pour les projets grand public. Puisque le grand public, il ne suffit pas d'avoir un super projet qui peut potentiellement toucher le grand public pour les toucher. Il faut aussi pouvoir se rendre visible, aller les toucher et communiquer envers le grand public. Quand on parle du grand public, ce n'est pas 70 millions de Français. Un projet équitation, jeux et caisses mondiaux, on va s'adresser à tous les fans d'équitation, voire aux fans de gymnastique, puisque c'est finalement une discipline assez mêlée, voire, puisque lui était en l'occurrence de Saumur, à tous les gens de la région qui peuvent avoir envie, finalement des gens qui ne connaissent pas Jacques, mais qui, au travers de leur passion ou de leur territoire, peuvent avoir envie de participer au projet. Donc cette brique média qu'on ajoute sur l'offre à 15%, elle est destinée à ça. Et puis tu as une base de données clients aussi, j'imagine, du coup... Enfin, tes contributeurs, tu parviens à les relancer sur de nouveaux projets. Par exemple, quelqu'un qui dit tiens, le gars il connaît Jacques Ferrari, il participe au costume. 2 ans après, enfin 6 mois après, tu as un nouveau projet équitation. Tu fais un fil, tu parviens à faire comme ça, de cibler des contributeurs. Oui, alors aujourd'hui on a eu 25 000 contributeurs, ça augmente, hein, et en fait on s'est dit au début, on s'intéressera à la gestion CRM de nos bases contributeurs et à envoyer des newsletters par thématique ou par territoire, dès lors qu'on aura une base de contributeurs assez importante. 25 000 c'est pas mal, hein, mais c'est toujours peu finalement, et on va commencer à faire ce travail-là effectivement. Donc de CRM finalement, hein, de traquer qui contribue, où sont-ils, et donc d'envoyer ensuite effectivement des newsletters ou des rappels ou d'activer, d'animer cette base client. Voilà. Je poursuis. Deuxième projet, donc là c'est le sportif amateur, hein, avant c'était l'athlète. Bon, lui, c'est un fada je crois qu'il est de Sète, dans le sud. Il va être le premier à traverser l'Atlantique en stand-up paddle. Il est pompier de profession, donc rattaché à aucune fédé ou à aucun club. C'est un type qui communique pas forcément très très bien. Son budget, il est de 30 000 €. Et donc, ça illustre bien que le crowdfunding est un complément, puisqu'il a collecté pas loin de 9 000 €. Et qu'il lui a fallu aller chercher 21 000 € pour compléter son budget auprès des financements traditionnels, sponsors, subventions ou ce type de choses. Voilà. Et Nicolas, il a réussi parce que son projet, je pense, avait un certain écho à rassembler des gens passionnés. Et finalement, c'est une campagne qui a fini en trombe. Je crois qu'il a plus de 100 personnes, 120, 130 personnes qui sont venues contribuer. Et lui, son premier cercle, je répète, qui est donc nécessaire à rassembler, était relativement peu nombreux. Donc l'accompagnement premium et finalement le fait d'avoir eu des articles auprès des bons blogueurs, auprès des bons journaux, dans la presse
surtout locale et régionale, à vraiment dynamiser et amplifier sa campagne. Exemple de campagne club, c'est club de foot en milieu rural, un club familial, surtout branché sur l'éducation des jeunes. Il se trouve qu'ils n'avaient pas d'équipement pour que les jeunes puissent s'entraîner dans de bonnes conditions. Donc ils ont fait financer des buts de terrain, mais comment on dit là, pas fixes en fait, hein, modulables. Mais c'était mieux que les deux t-shirts ou les deux plots posés pour faire les buts. Et là, c'est une campagne typiquement deuxième cercle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a 200 licenciés. Donc on va aller activer les 200 licenciés, pas nécessairement les parents qui ont déjà mis au pot pour payer la licence, mais davantage les entourages en fait, de ces gamins-là, le grand-père, la tante, les copains, qui sont contents de participer finalement à la saison sportive du gamin, puisque eux ne payent pas la licence. Et c'est ça qu'on observe et qui est assez intéressant. En plus, c'est vrai que ça touche aux gamins, donc on a plutôt envie de participer. On en a pas mal maintenant des campagnes qui touchent au club, à de l'équipement pour les gamins. J'en viens à une campagne fédérale pour le baseball. De la même manière, les fédés, elles ont chaque année des conventions d'objectifs, des subventions et de la gestion financière à assurer. Elles ne sont pas richissimes. Après, ça dépend des fédés. Je ne parle pas du foot, du tennis et du rugby. Mais la plupart, finalement, ont des choix à opérer. Est-ce qu'on envoie toutes nos équipes masculines, féminines, seniors, juniors, à tous les championnats du monde, d'Europe qui se passent? Et souvent, elles ne peuvent pas. Donc on a eu plusieurs fois, avec plusieurs fédés, des campagnes qui avaient qui avaient pour objet d'envoyer une équipe à un championnat du monde. Là, on est encore dans les gamins. On est sur la catégorie 12U. Et cette campagne, donc, qui a rassemblé pas loin de un peu plus de 10 000 €, avait pour objectif d'envoyer cette équipe-là participer au championnat d'Europe et au championnat du monde, qui se passait, je crois, en Europe, je ne sais plus, et du monde, c'était aux États-Unis. Voilà. J'en ai fini sur les exemples. Rapidement, une cartographie qui n'est pas forcément très à date. Il y a 7 ou 8 plateformes qui existent dans le crowdfunding sportif. Donc le pionnier Sponsorize Me, nous on est un bon challenger, numéro 2, là, on les a dans notre viseur. Voilà, puis après il y a d'autres plateformes qui se sont lancées à peu près en même temps que nous et qui ont du mal à émerger. Mais il ne faut pas oublier que nos compétiteurs, ce sont également et surtout des KissKissBankBank et des Ulule qui ont une notoriété bien supérieure à la nôtre. Mais justement là-dessus, par exemple, Manager Company, très rapidement, ils ont laissé tomber le positionnement uniquement musical pour s'ouvrir. Je crois qu'eux aussi ont eu des navigateurs, etc. Pour l'instant, le positionnement sport de Fuzzbury, dans très thématique, très très forte, très émotionnelle, etc., bon, elle est assumée, c'est la pertinence de ton marché. À terme, je peux te dire, voilà, il faudra qu'on se diversifie, ou pourquoi pas aller sur la culture ou l'événementiel, etc. Ou pour l'instant, c'est que sport et ce sera tout le temps que sport. Alors c'est une excellente question. Notre diversification, et on y viendra peut-être, elle restera sport. Donc elle sera peut-être pas sur la thématique crowdfunding à proprement parler et de se dire ok, on va faire du crowdfunding pour la culture, pour l'éducation, je ne sais pas. Mais elle pourra davantage être tournée vers du service aux athlètes, du service aux clubs. Et la première, en fait, véritable hypothèse économique qu'on ait faite quand on s'est lancé dans l'aventure, ça a été de se dire ok, on prend une com sur des projets, finalement ça représente très peu d'argent. On a collecté à date un peu plus d'1 million. Faites le calcul, la com moyenne c'est 10%. Donc notre revenu, notre chiffre d'affaires en 2015, c'est 100 000. 100 000, on ne fait pas grand-chose. On est 7 permanents aujourd'hui. Ouais. J'y reviens après si vous voulez. Moi j'ai fait une levée de fonds, truc assez classique. Donc il y a des investisseurs qui sont venus prendre du capital. Voilà. Mais en fait, le business model pour nous, ça a été de dire on fait du volume sur le projet et on table sur la croissance du marché et le fait que on aura 300, puis 1000, puis 2000, puis 5000 projets sur lesquels on prendra une commission. Mais elle se situe surtout sur les programmes qu'on souhaite
monétiser et les projets qu'on souhaite monétiser auprès de l'écosystème sport business et notamment les annonceurs. Et c'est en fait la partie 2 de ma présentation, c'est de revenir à ça. Et en fait, je reviens sur un point assez important. On remarque que dans ces business qui se disent disruptifs, c'est un mot assez à la mode, donc qui cassent les circuits traditionnels et les fonctionnements des marchés traditionnels, dans un premier temps, ces acteurs-là, ils s'affranchissent de tout ce qui existait avant eux. Uber, qui est sorti sans crier gare et surtout sans faire de deal avec les taxis, ça a mis les taxis en émoi. Le crowdfunding equity, qui a un potentiel beaucoup plus élevé parce que justement il vient challenger les banques sur des emprunts bancaires et des financements traditionnels pour l'entreprise. C'est des innovations qui ont besoin de s'affranchir dans un premier temps des acteurs traditionnels, mais notre conviction, c'est qu'en fait, au bout d'un certain moment, les acteurs traditionnels se réapproprient ces innovations-là pour booster leur croissance et porter leur développement. Donc pour le crowdfunding sportif, à notre petite échelle, c'est la même chose. C'est-à-dire que les fédés, dans un premier temps, elles nous ont dit, mais attendez, nous on peut tout hein, pour nos clubs, pour nos licenciés. Elles avaient finalement cette crainte d'être dépossédées de leurs athlètes et qu'on dise, ah mais attendez, la fédé ne peut pas payer pour tous les clubs et tous les athlètes. Voilà. Aujourd'hui, elles y reviennent. De la même manière, pour les annonceurs, ça se passe un peu comme ça. Donc, ce dont on a beaucoup parlé, c'est le diptyque porteur de projet contributeur. Et l'écosystème sportif, ce qui nous intéresse, les cibles qui nous intéressent, les marques, les collectivités territoriales et les fédérations. Des illustrations ultra concrètes de ce qu'on commence à proposer à ces trois cibles-là. La première, c'est l'aspect serviciel. Je pense que vous connaissez tous le fonctionnement d'une fédération. Elle perçoit de la part des clubs une cotisation, une licence qui rentre dans son budget. Et souvent les clubs leur disent ah bah, on vous donne de l'argent mais on ne reçoit rien en retour, on n'a pas de service de votre part. Donc typiquement, les fédérations, elles sont maintenant dans cette approche de dire comment est-ce qu'on aide nos clubs à se développer, tant sur l'aspect financier que sur l'aspect équipement, que sur l'aspect éducatif, etc., etc. Le fait pour une fédé de pousser à l'utilisation d'outils comme le crowdfunding, c'est finalement faire progresser les clubs dans leur financement, dans leur communication digitale, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première illustration concrète. Et nous, on a signé là, des partenariats avec des fédérations, notamment le baseball, mais il y en a 5-6 autres. Et on va pas tarder à les annoncer, d'ailleurs, ces partenariats. Les fédés, en fait, vont faire une communication descendante envers les licenciés et les clubs pour dire, voilà, le crowdfunding, c'est un outil. Ça ne veut pas dire que vous devez l'utiliser, mais c'est un outil qui peut, ponctuellement et sur un projet concret, apporter quelque chose. La première logique. La deuxième logique, c'est le brand content. Je pense que vous savez à peu près tous définir ce qu'est le brand content. Les marques ont depuis toujours le besoin de communiquer, et le sport, c'est pas mal pour communiquer. Ce qu'elles savent très bien faire, les marques, c'est investir sur l'Euro 2016, Roland-Garros ou le Tour de France. Des gros tickets sur des gros événements. Ça, elles savent très bien faire. Mais elles se rendent compte que c'est pas assez. Elles font de la notoriété et elles se disent, mais comment est-ce qu'on fait finalement pour faire du petit, du sur-mesure, du local, nous donner une image beaucoup plus proche de nos consommateurs. C'est des vraies problématiques pour elles. Souvent, elles ont des initiatives en local, mais qu'elles ne savent pas très bien gérer. Pourquoi ? Parce qu'elles sont grosses et que ce qu'elles savent faire, c'est du gros. Nous, dans cette optique-là, ce qu'on peut faire, c'est leur proposer des thématiques de projet. Pour une marque, un projet pris tout seul, ça n'a pas d'intérêt et ça n'apportera pas un écho suffisant pour elle. D'accord ? Par contre, dire à une marque, ben on est capable sur, mettons, 12 mois, de vous fournir tous les mois 5 projets qui ciblent votre thématique sport féminin, voile, je vous dis n'importe quoi, football rural, ou football tout court, planche à voile, etc., ça va les intéresser. Pourquoi ? Parce que c'est viral, parce que c'est communautaire,
et parce qu'elles vont créer du contenu qui va faire parler implicitement la marque. D'accord? Ce modèle-là, on n'est pas des génies, nous, hein, donc ça fait longtemps que certains acteurs l'ont compris. Nos adversaires, eux, appartiennent à un groupe de marketing sportif. Ils ont donc au portefeuille client des marques qui existent déjà et ils les ont mis sur leur plateforme pour sourcer les projets. Notre chemin, il est inverse. Il est de dire, bon, bah, il faut sortir de terre, il faut qu'on ait des projets et donc qu'on démarre par là. Mais notre business model demain, c'est de dealer avec, je cherche un annonceur, Skoda dans le vélo, je vous dis n'importe quoi, Volkswagen dans le football, ou d'autres annonceurs qui sont comme ça présents déjà sur des thématiques, et de lui dire, bah, nous on vient par la base t'apporter du contenu à travers de nos projets, et sur chaque projet, on peut créer du contenu additionnel. L'interview du porteur de projet écrit, la vidéo des contributeurs, des gens qui sont venus contribuer à une campagne, vidéo. Et toutes ces choses-là, que les annonceurs vont être ravis de pouvoir diffuser en disant, voilà, nous on est à taille humaine, proche de vous, on a participé à un projet FC Périgny dans l'Ariège du petit club de foot, mais en plus on participe au petit projet de FC Trifouilly-les-Oies, etc., etc., etc. Je suis un peu conceptuel. Non, mais justement, précisément, simplement pour commenter ton propos, que les étudiants puissent faire des parallèles avec les contenus théoriques qu'ils peuvent avoir en cours. Par exemple, si on veut interroger ça d'un point de vue marketing, notamment les étudiants qui sont en Master 1, il y a au moins deux choses que vous reconnaissez. Lorsqu'on parle de marketing expérientiel, clairement, c'est ce qui est vendu, du moins dans les projets. Clairement, un accompagnement dans l'émotion, l'aventure, etc. Et il y a aussi cette abolition de ce qu'on a appelé les logiques descendantes, top-down, etc. Là, on est plutôt dans un double mouvement, effectivement, de faire remonter des projets de la base vers le haut. Et puis, il y a cette recherche également de roots marketing, en fin de compte. Hein. C'est-à-dire que même si on est sur un outil digitalisé, qui a vocation à s'adresser au plus grand monde, etc., on s'aperçoit que la réussite des projets, quelque part, c'est redescendre sur des périmètres ou des espaces assez restreints, où la prise de parole d'une marque ou d'un club fait sens. Ouais. Alors, la difficulté pour moi, c'est que on a plein de discussions aujourd'hui et que, comme c'est pas signé, on peut pas vous dire, ben voilà, ça se présente comme ça. Voilà, j'espère pouvoir prochainement proposer des choses plus concrètes. Mais dans un temps 3, n'hésitez pas, si vous souhaitez et que c'est pas suffisamment clair pour vous, à me poser des questions là-dessus. La troisième application qui est hyper concrète pour s'adresser à l'écosystème sportif, c'est l'appel à projet qui peut rejoindre du serviciel d'ailleurs ou du contenu de marque. Mais l'appel à projet, c'est de dire qu'en fait, les politiques vont lancer comment dirais-je, des appels à projets pour favoriser par exemple le sport citoyen dans les quartiers difficiles, la féminisation du sport. Donc là, c'est des politiques qui décident de lancer des programmes. Il y a des enveloppes budgétaires qui sont allouées et le département, la région, la mairie va lancer des appels à projets en disant bah, présentez votre dossier. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à ce type de choses et on récompensera 5 projets à hauteur de 2000, 3000, 4000 euros. Ça, en général, c'est difficile à déployer puisque il faut faire savoir qu'il y a l'appel à projet. Ensuite, c'est difficile de déterminer qui a la subvention par rapport à un autre, parce qu'en fait, c'est souvent une personne ou un jury qui va prendre la décision. Et enfin, souvent, c'est pas partagé. C'est-à-dire que c'est le président de l'association, souvent, qui va gérer cet appel à projet, qui va remplir les cases de la candidature, qui va l'envoyer à la mairie. Et tous les gens qui gravitent autour du projet, ils ne savent même pas que l'association, le club, a postulé à cet appel à projet. La vertu du crowdfunding, ça va être de dire, bah déjà on viralise l'existence de cet appel à projet, on le fait savoir sur les réseaux sociaux. Ensuite, on démultiplie le financement puisque vous, collectivité territoriale, vous allez apporter 2500. Au travers d'une campagne, on peut imaginer doubler ce financement. Et ensuite, surtout, ça diffuse la candidature d'une association ou d'un projet sportif auprès de sa communauté, puisque quand on se lance dans une campagne de crowdfunding, je pense que vous l'avez compris, on engage ces communautés. Voilà.
Donc ça, c'est ces 3 illustrations que je voulais vous présenter. Et j'en ai fini, voilà, c'est un petit récap des 4 points cardinaux du crowdfunding. Hein. C'est de dire d'abord, c'est un complément et une alternative financière. Ensuite, c'est une gestion de sa base communautaire qui devient hyper importante en termes de communication. C'est exclusivement digital, et puis on se situe vraiment au cœur de l'innovation du sport, à savoir ce mélange entre activation, engagement, communautaire, etc. J'en ai fini.